Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 25 avril. Au sommaire aujourd'hui, souvenez-vous, on vous en avait parlé comme un accord dit historique qui reliait le canton aux communes de nos districts autour de cette fameuse question de la péréquation, cette bête noire qui a tant fait débat dans notre région. Après avoir reçu les syndics de Cran et de Rolle, notre spécialiste en politique, Florian Cavalieri, reçoit la présidente du gouvernement vaudois, Christelle Luisier-Brodard. En sport, on donnera la parole aux handballeurs du HBC Nyon et du TCGG qui ont clôturé leur saison, une saison compliquée puisqu'ils ont évité la relégation. On en parle aujourd'hui avec le président du HBC Nyon, Thomas Heurtevent. Bonjour, vous êtes accompagné du coach assistant Julien Kogler. Bonjour à vous Julien, bienvenue sur ce plateau. Enfin, on terminera en culture en plongeant dans les méandres et des exploitations minières des eaux profondes avec un réalisateur nyonnais en notre compagnie, Mathieu Ritz. Bonjour, qui est à l'affiche notamment de la 54e édition du festival Vision du réel. De ton côté Alexandre, que fais-tu aujourd'hui? Où es-tu? Salut Andrea, déjà je suis en pleine forme, je suis super content de te retrouver et de retrouver les téléspectateurs. Et regarde, j'ai une vue absolument magnifique. Devine où je suis. Tu es face à l'océan, tu es en haut sur la côte. Ouais, j'ai envie d'y croire, Oui. forcément encore un peu. Mais dans les vignes, plus exactement. Oui. Plus exactement. Tu te rapproches. Plus exactement. Écoute, je suis au-dessus de Rolle, Andrea. Je suis à Mont-sur-Rolle. Puisque regarde, ici, un chantier important a démarré. C'est la Maison des Vins de la Côte. Je suis en compagnie de Luc Pellet. Bonjour Luc. Bonjour Alexandre. Alors vous êtes le président de l'association de cette Maison des Vins de la Côte qui sortira de terre, qui sera opérationnelle d'ici l'été 2024. Le but, c'est faire rayonner les vins de la région. Mais pas que, on va en parler et on va suivre justement l'avancée de ces travaux avec vous, Luc Pellet. Donc à tout à l'heure, Andrea. Souvenez-vous, il y a un mois, on vous parlait d'un accord historique, un accord institutionnel entre l'État et les deux associations de communes vaudoises, soit l'UCV et la DCV, qui jettent les bases d'une nouvelle péréquation intercommunale et d'un nouveau mode de répartition des dépenses sociales entre l'État et les communes. Florian Cavalieri, bonjour. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef de Nyon Région Télévision, notre spécialiste en économie. Il y a quelques semaines, nous recevions les syndics de Cran et de Rolle. Voici ce que Robert Middleton disait au sujet de cet nouvel accord. Le fait que nous sommes arrivés à un accord maintenant, c'est grâce en grande partie à l'initiative SOS Communes qui a mis le canton sous pression, car il réussit à rassembler les communes. Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce que la hache de guerre est réellement enterrée entre le canton et les communes, Florian? On pourrait dire que les syndics de ces communes sont plutôt sur l'attente. On avait parlé beaucoup de calculettes la dernière fois et effectivement, tout le monde attend le calcul final de cette péréquation. Donc vous nous avez apporté cette fameuse calculette, bien entendu, je m'adresse à vous, Christelle Luisier-Brodard, bonjour. Oui, bonjour. Alors effectivement, heureusement, tout n'est pas affaire de calculette. Je crois qu'il faut éviter de prendre ligne par ligne chaque commune, mais ce qui importe, c'est d'avoir un système qui aujourd'hui soit équilibré et puis qui soit favorable à l'ensemble, la majorité des communes. Alors on ne vous présente plus, pardonnez-moi, on ne vous le présente plus, vous êtes la présidente du gouvernement vaudois depuis le 1er juillet. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression, en tout cas, que les relations se sont un peu apaisées? On se souvient de vos début de vos venues ici dans notre district au sujet de cette péréquation. Est-ce qu'aujourd'hui, vos rapports ils se sont un petit peu allégés entre notre district et puis le canton? Bon, alors effectivement, la question de la péréquation, elle était sur toutes les lèvres, dans votre district, mais partout, quand j'ai fait le tour du canton, de la même manière aussi au Parlement. Donc on était très attendus avec cette réforme. Et le fait qu'on soit mis autour de la table et avec un rythme soutenu depuis le début de la législature, effectivement, pour permettre un contre-projet à SOS Communes, cela nous a permis de développer un dialogue très constructif. Donc oui, je peux dire qu'aujourd'hui, les relations se sont beaucoup apaisées. Et effectivement, il y a beaucoup d'attentes maintenant pour savoir quel est le système global qui est prévu. Alors on va y revenir, mais tout d'abord, c'est un pas politique important pour les relations entre les communes et le canton de Vaud. Mais comment expliquer simplement à la population en quoi cet accord est important ? Alors cet accord, il est important à plusieurs niveaux. Il est déjà important sur le plan financier, puisque cela fait longtemps que les communes demandent, exigent un rééquilibrage entre le canton et les communes sur le plan financier, et notamment s'agissant de leur participation à tout ce qui touche aux prestations sociales. Donc là, on répond à cette attente, et donc ça va aussi impliquer plus d'argent dans les porte-monnaies communaux, donc ça c'est quelque chose qui est important. Et puis l'autre aspect, c'est l'aspect de péréquation, donc de solidarité entre les communes, qui est maintenu, mais avec un système beaucoup plus clair et transparent. Et donc, sur le plan institutionnel, pour nous c'est
primordial parce que lorsque l'on parle des prestations à la population, qu'il s'agisse de santé, de déchets, d'école, etc., si vous n'avez pas des bases de confiance entre le canton et les communes pour accomplir ces prestations, eh bien ça ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, cette péréquation, c'était un peu, le pilier central pour pouvoir discuter de tous ces autres sujets. Voilà, la solidarité intercommunale. Alors, le texte qui a été publié le 30 mars dernier, qui présente cet accord entre, encore une fois, les associations et le canton, était qualifié de global et d'historique. Quand vous nous l'expliquez, et puis pour le commun des mortels, on a l'impression que c'est surtout un accord technique. Pour vous, pourquoi est-il historique ? Bon, il est historique parce qu'il permet, et je l'espère en tous les cas, une paix durable sur les aspects financiers et institutionnels entre le canton et les communes. Et effectivement, ça c'est absolument crucial pour mener à bien les politiques publiques. Donc ça touche toute la population vaudoise. Et puis, il est historique parce qu'il est signé avec les 2 associations de communes. Donc, ça permet aussi, entre les communes, d'avoir des équilibres et pas uniquement imaginer que cet accord profite à une seule partie des communes. Et je sais que dans votre région, c'était un élément qualifié comme essentiel. Alors, beaucoup d'enthousiasme, Christelle Luisier-Bredard, mais je vous propose d'écouter ce qu'en disaient les syndics d'Orol et de Grand, qui étaient invités sur notre plateau le 5 avril dernier. Moi, je suis un peu moins enthousiaste parce que je trouve qu'avant de se prononcer, il faut justement avoir le mode de calcul de cette péréquation. Voilà, Robert Middleton. Je partage bien sûr le point de vue de Monique. Il faut attendre les calculs, les simulations. Moi, je pars du principe de l'architecture qui a été conclue entre les 2 associations. Historique parce que les 2 associations, les comités des 2 associations sont mis d'accord. Enfin ? Il y a des contacts, bien sûr, mais c'est spécial quand même que sur un point de politique aussi important, on se mette d'accord. Deuxième point qui est important, c'est l'attitude du Conseil d'État qui a changé. Depuis 2018, où nous promet une péréquation intercommunale et une facture sociale en francs par habitant. Mais ce n'est qu'avec l'arrivée de Mme Luisier, et je la salue en même temps, que nous arrivons à cette solution. Voilà, on vous tresse des lauriers, mais tout de même, les réactions semblent un petit peu sur l'attente, moins dans l'enthousiasme que le communiqué voulait bien nous décrire. Alors, je peux comprendre parce qu'il y a de l'expectative, étant entendu qu'à ce stade, seuls les 2 comités des associations ont vu les chiffres détaillés commune par commune et encore pas des chiffres définitifs. Donc c'est normal que pour chaque commune et chaque syndic, il y ait cette attente par rapport aux effets concrets du nouveau système sur sa propre commune. Maintenant, comme je le disais d'entrée de cause, ce qui est pour nous essentiel, c'est d'avoir un système qui marche pour tout le canton, qui fonctionne pour l'ensemble des communes. Et très clairement, ce qu'on voit, c'est que le système, il est positif pour une large majorité des communes. Après, évidemment qu'il y a quand même des effets quand on parle de solidarité, vu qu'on maintient le système de solidarité, même si l'État injecte beaucoup d'argent. On parle de 160 millions pérennes, à peu près 12 millions supplémentaires chaque année, donc on met beaucoup d'argent, mais il est clair que toutes les communes ne vont pas gagner avec le nouveau système, même si dans chaque catégorie de communes et dans chaque district, il y a une large majorité de communes gagnantes. Alors, il faut tout de même expliquer un petit peu cet accord, et dans les grandes lignes, il prévoit quoi ? Il prévoit l'accélération du rééquilibrage financier en faveur des communes, vous venez d'en parler, 160 millions par an dès 2026, des dépenses sociales diminuées de moitié pour les communes, elles passeraient de 33% à 17%, et une facture policière dont le financement serait revu, 33% pour les communes délégatrices et 35% pour l'ensemble des communes, mais surtout une nouvelle péréquation basée par francs par habitant et non plus sur la capacité financière des communes. C'est le point, je dirais, primordial, puisque en 2021, vous aviez entamé un tour du Pays de Vaud pour présenter justement les grands axes de la politique que vous souhaitiez développer. Et déjà, vous aviez annoncé votre volonté de sortir la facture sociale de la péréquation et ce fameux calcul sur la base du franc par habitant. Je vous propose de vous retrouver il y a près de 3 ans. Effectivement, il y a la volonté de rendre cette péréquation beaucoup plus simple et cohérente. Et dans ce cadre-là, l'idée, c'est de sortir ce que l'on appelle la facture sociale de la péréquation. Et le critère en francs par habitant pourrait être un des critères parmi d'autres qui pourraient être retenus. Mais en tous les cas, il n'y aurait plus de péréquation liée à la facture sociale.
Voilà, et si on parle de francs par habitant, c'est que jusqu'à présent, la péréquation était basée sur la capacité financière des communes. Est-ce que c'est vraiment ce quatrième point, ce calcul en francs par habitant qui a emporté l'adhésion de ces deux associations de communes? Moi, je crois que c'est une globalité, en fait. Nous, ce que l'on vise, c'est un système qui permette la solidarité entre les communes. Donc, on a gardé un taux de solidarité de 80% entre les communes. Ça, c'est ce qu'on avait déjà aujourd'hui. Mais qui soit beaucoup plus clair, qu'il soit transparent et non manipulable. Et dans ce cadre-là, le fait d'intégrer la facture sociale dans la péréquation, en faisant une sorte de péréquation indirecte avec la facture sociale, c'est quelque chose qui était unique en Suisse. On n'a pas du tout ce type de péréquation indirecte dans les autres cantons, c'est même interdit. Et donc, ça a été un gros travail, effectivement, pour extraire à la fois la facture policière et la facture sociale de la péréquation et de la transformer en francs par habitant. En faisant ça, il fallait rééquilibrer le système et donc l'attente était non seulement de ne plus avoir ces éléments-là dans la péréquation, mais de permettre quand même de maintenir la solidarité entre les communes. C'est une des raisons pour lesquelles le canton va injecter de l'argent dans la péréquation elle-même, donc on appelle ça la péréquation verticale. Et puis, il fallait aussi que toutes les communes et toutes les typologies de communes puissent s'y retrouver. Notamment, il y avait pas mal d'attentes de la part des villes. Donc, c'était un peu le jeu de Mikado, donc, ou je sais pas, au Tetris, si on veut bien. Donc, la facture sociale, un point, mais les attentes des villes, les attentes aussi par rapport aux dépenses thématiques, donc ce qu'on peut inclure dans la péréquation comme charge structurelle des communes. Et ça, c'est tous des éléments que l'on a dû mettre sur la table. Et c'est d'ailleurs une des raisons de la complexité, c'est de trouver un accord global sur une multitude d'aspects. Alors justement, vous avez parlé des villes-centres, qui sont souvent le pôle d'attractivité d'une région. Ce sont elles qui construisent les infrastructures sportives, par exemple, des infrastructures qui bénéficient aux citoyens des communes voisines qui ne payent pas pour ces infrastructures. Et on sait que ces villes-centres avaient de grandes attentes par rapport à cette péréquation. Est-ce que cela a été pris en compte dans les négociations? Est-ce que ces villes-centres, ces agglomérations bénéficient d'un régime spécial? Alors effectivement, il y a beaucoup d'attentes. Après, il existe aussi beaucoup d'autres mécanismes que la péréquation par rapport aux agglos. Si on pense par exemple au financement des infrastructures de transport public, on a des projets d'agglomération cofinancés par la Confédération. Donc on a d'autres systèmes. Mais s'agissant de la péréquation elle-même, on a gardé en fait sur le principe le même système qu'aujourd'hui, en ayant la prise en compte des villes par rapport à la taille de la population. On aurait pu travailler différemment. D'ailleurs, on a analysé un système où on aurait pris en considération les villes-centres. Mais vous savez, on n'est pas le canton de Genève qui a une ville-centre. Et les communes elles-mêmes se sont rendues compte que s'il fallait travailler avec le critère de ville-centre, ce serait très compliqué. Parce que potentiellement, dans le canton, il y en a une vingtaine. Quels critères est-ce qu'on applique pour savoir si on a vraiment une ville-centre ou pas, au-delà de la population, j'entends. Donc, on a gardé le même critère qu'aujourd'hui. Simplement, on l'a retravaillé par rapport, disons, à la taille de population. Donc, au fond, une ville va avoir plus d'argent si elle a plus d'habitants. Voilà. Et ça, c'est le critère qu'on a gardé qui permet de tenir compte de la taille des communes et donc, indirectement, de leurs charges spécifiques. Christelle Luisier-Bredard, ce matin, le canton a publié les comptes 2022 et ces comptes sont positifs pour un petit million de francs au regard des charges brutes qui s'élèvent pour l'État de Vaud à près de 11,5 milliards de francs. On peut se dire qu'1 million, finalement, c'est très peu. Oui, alors 1 million, c'est vraiment le résultat définitif après des écritures de bouclement et donc des réserves qui ont été faites pour près de 500 millions. Cela étant, effectivement, on a des finances tout à fait solides, saines, mais on constate pour la première fois cette année un tassement des recettes fiscales. Donc on n'a pas une augmentation des recettes fiscales compte à compte. Et donc on doit être attentif par rapport finalement à l'état de nos finances cantonales, oui. Effectivement, et si je vous emmène sur ce terrain, c'est parce qu'on peut lire dans le communiqué de nouveau que vous avez publié ce matin que le revenu des personnes physiques se tasse, il régresse même légèrement, c'est moins 3 millions de francs. Est-ce que l'on n'aurait pas peur, est-ce que les communes n'auraient pas peur qu'il se passe le même mécanisme que ce qui s'est passé avec la facture sociale il y a quelques années, c'est-à-dire que le canton revienne devant ces communes pour leur dire écoutez, on n'y arrive pas, reprenez la facture sociale à votre compte et refaisons le calcul de la péréquation.
Bon, c'est une excellente question, ce d'autant plus qu'on est quand même dans une période troublée. On a beaucoup compté, par exemple, sur l'argent de la BNS. Ça a été largement thématisé. Cette année, on n'aura rien. C'est 380 millions qui s'évaporent comme ceci. Et puis, on est dans un contexte d'inflation, donc ce n'est pas forcément simple. On a peu de visibilité à 2 ou 5 ans. Maintenant, on n'est pas dans la même situation aujourd'hui que celle qui a prévalu au moment où il y avait eu cette bascule coton commune. Et heureusement d'ailleurs, on a quand même une situation qui est stable. On peut être prudemment optimiste pour l'instant. Cela étant, si d'aventure on devait avoir une situation financière qui devait se détériorer grandement, mais là on parle réellement avec des déficits et puis des grosses problématiques structurelles liées par exemple aux crises successives qu'on est en train de vivre. Alors là, disons, ce n'est pas que la question communale. Quand on va reprendre, c'est un peu toutes les politiques publiques et la fiscalité et les prestations. Mais c'est sûr qu'à ce moment-là, disons, on devrait tout re-questionner. Mais on n'en est pas là, heureusement. Et aujourd'hui, on est plutôt heureux du résultat que l'on a entre le coton et les communes. Oui, cette péréquation, pour préciser, elle serait revue à peu près tous les 5 ans, sauf erreur. Elle serait analysée. Analysée, oui, bon. Ouais. Analysée, mais revue certainement par des députés. Et puis notamment, ces députés, on n'est jamais mieux servi que par ses amis. Le PLR se déclare attentif à une baisse encore fiscale des personnes physiques. Alors, j'imagine que ça vous gêne quand même aux entournures. Bon, alors la question de la fiscalité... Ou c'est une posture idéologique? Non, je pense que la question de la fiscalité, c'est une vraie question parce qu'on a une des fiscalités les plus hautes de Suisse pour la classe moyenne. Donc c'est sûr que là, on a... D'ailleurs, dans le programme de législature, on a fait des équilibres par rapport à ça. On a trouvé des équilibres avec l'ensemble du gouvernement. Et ces équilibres incluent des baisses fiscales progressives qui nous paraissent raisonnables, au même titre que les autres prestations, le climat ou par exemple des subventions pour les transports publics, etc. Donc ça fait partie des mesures que nous, on a dans notre radar. Maintenant, de la même manière que pour tout le reste, évidemment, toutes les mesures du programme législature que l'on envisage seront liées à l'évolution économique et financière du coton. Mais à ce stade, on est quand même sur une ligne pour, pouvoir défendre ce programme législature et les baisses fiscales au même titre que les autres prestations que l'on souhaite développer dans le coton. Allez, pour conclure, revenons encore à cette péréquation, puisqu'il reste encore quelques étapes. Les associations de communes doivent revenir devant leurs membres pour faire passer cet accord. Et puis, surtout, le texte doit passer devant le Grand Conseil en novembre. Est-ce que le législatif va vous suivre? Est-ce que vous avez bon espoir? Puisqu'on sait que quelque part, cette question de révision de la péréquation est venue des communes riches. Sauf erreur, le district de Nyon, c'est 18 députés. Et c'est peu par rapport au reste du Parlement. Donc, est-ce que le Parlement va suivre ce projet ? Bon, alors moi je pense déjà que c'est un bon projet pour tout le canton et que c'est un projet qui est équilibré. Maintenant, on va ouvrir très prochainement une phase de consultation. Donc on en saura déjà plus à ce moment-là parce que avec ces 2 mois de consultation de l'avant-projet, on verra s'il y a des fronts un peu difficiles par rapport à ce qui est proposé. Mais disons, moi ce qui me donne espoir, c'est que d'une part, le projet tient la route, ça j'en suis convaincue, et puis d'autre part, on a quand même une large majorité des communes, en tout cas dans les comités des communes représentées, qui sont derrière ce projet et qui l'estiment, elles aussi, raisonnable. Donc ça, je pense que c'est un atout pour nous. Maintenant, évidemment, que nous, on propose et puis le Grand Conseil dispose, donc on verra ceci à l'automne. Eh bien, tout va dépendre justement de ce calcul final, cette fameuse formule magique du calcul de la péréquation. Quand est-ce qu'elle sera rendue publique ? Alors, elle sera rendue publique en même temps que l'avant-projet de loi. Donc, allez, on compte à peu près 2-3 semaines. Je viendrai avec plaisir vous en reparler si jamais. Alors, très volontiers, le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris. Christelle Uzy-Prodard, vous êtes la présidente du gouvernement vaudois. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Florian, qu'est-ce qu'on peut dire? Bientôt, on écrira la péréquation pour les nuls sur NRTV. Eh bien, on espère. Effectivement, c'est un sujet vaste et important, très difficilement perceptible par la population. Mais effectivement, c'est une grande avancée sur ce calcul de la solidarité intercommunale. Merci pour ces explications. Très belle journée à vous deux. Merci. Alexandre, on retourne à toi. Tu es donc à la Maison des Vins de la Côte.
Oui, alors ça y est, Andrea, ce chantier ici a démarré début avril. Luc Pellet, vous êtes donc le président de cette association, de la Maison des Vins de la Côte, qui va voir le jour ici sur cette magnifique terrasse, j'ai envie de dire, de Montsurol avec cette vue. Alors, rappelez-nous, Luc Pellet, cette Maison des Vins de la Côte, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va être fait ici? Alors, ce sera un bâtiment qui va servir d'écrin pour mettre en valeur l'entier des vins de cette belle région de la Côte. On a eu l'opportunité à un moment donné d'avoir un droit de superficie sur cette parcelle qui est vraiment une terrasse qui est un point de vue extraordinaire, parce que si vous regardez sur la droite, on voit la Dôle quand il fait beau, devant nous on a le Mont Blanc, puis on voit le Molaison, quoi. Donc Ouais. c'est juste fabuleux. Vous m'avez dit d'ailleurs hors micro, la première qualité de ce projet, c'est le lieu en fait. Ouais, je pense que d'abord il est central au niveau de la côte, et puis la vue est extraordinaire, quoi. Nous on est dedans tous les jours, on s'en rend plus vraiment compte, mais je pense que c'est vraiment un atout qui sera crucial, Ouais. en plus de la qualité des vins et des produits qu'on va y servir. Alors, 450 mètres carrés, c'est ça qui va être construit ici. C'est un projet qui date d'il y a une dizaine d'années. Là, maintenant, ça y est, on le dit, on est à bout touchant, le chantier a commencé. Comment vous vous sentez justement d'arriver enfin au bout de ce projet? Ouais, alors, à la fois heureux et inquiet, quoi. C'est un peu comme quand on est au bout du plongeoir à 10 mètres, tant qu'on n'a pas sauté, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Mais maintenant, on a franchi le pas. Ouais. Puisque là, le chantier a débuté. Donc, on a des perspectives, on a le planning, on sait plus ou moins si toutes les étoiles s'alignent correctement comme ça, quand ça va être inauguré. Ouais. Donc, Ce c'est sera à la dans fois un an à peu près, hein, c'est ouais, ça? un peu plus d'un an. Un peu on plus, va dire. été 2024. Voilà, si tout va bien. Ouais. Alors, rappelons justement l'origine de ce projet. Vous avez dit mettre en valeur justement les vins de la côte. Le constat, quel était-il? C'était de dire il faut un endroit pour mettre en valeur les vins de notre région, c'est ça? Oui, on faisait un petit peu le constat qu'on n'avait pas d'endroit qui centralisait un petit peu l'entier des produits qui se faisaient sur cette région. Et puis que dans toutes les régions viticoles du monde, on a, partout où on va se promener, on trouve une œnothèque, un endroit où on a toutes les vins de la région. Et puis là le constat, c'était de dire la côte, c'est la moitié du vignoble vaudois, en gros. Et puis, on n'a rien qui centralise le tout. Alors, le gros défi, c'était finalement d'amener tout le monde à se fédérer autour de ce projet. Parce que c'est les 12 lieux de production, ça va de la frontière de Genève jusqu'à Lausanne. Et puis, quand on a parlé de cette idée, tout le monde était d'accord. Donc, ça a été l'élément de départ. Il y a 8 ans de vignerons qui vont exposer leurs vins ici, ouais. c'est ça? Ouais. Et puis alors, justement, parlons du financement de ce projet, justement, de cette Maison des Vins de la Côte. C'est environ 5 millions de francs de budget total. Et puis alors, c'est financé à 2/3 par des fonds publics. Expliquez-nous. Alors, c'est vrai que rien n'aurait été possible sans l'appui au tout début des régions qui nous ont un petit peu orientés vers des processus de financement. Donc, région de Nyon, région de Morges. Et l'Arcam, en particulier. À Aubonne, oui. Et puis là, on est parti sur un PDRA, c'est des projets de développement régionaux agricoles qui nous amènent des subventions cantonales et fédérales, plus le financement des deux régions. C'était aussi un projet interdistrict, c'était des premiers interdistricts avec chacune leur façon de financer, mais ça a bien marché. On a réparti le financement des régions un peu en fonction des surfaces viticoles. Et puis rien n'aurait été possible sans ça. Après, on a quelques mécènes, certains vont plutôt rester anonymes. On a la loterie romande qui est dans le coup. Et il y a des privés aussi, et justement des vignerons qui veulent participer à ce projet, et aussi des agriculteurs, parce qu'il n'y aura pas que le vin qui sera exposé ici, mais aussi le travail justement des fromagers ou autres artisans de la région. Alors tout à fait, c'est-à-dire que pour faire partie du projet, déjà, tous les vignerons qui sont dedans devaient participer à la construction. Donc, ils ont payé un certain montant pour être dedans. Ils participeront également par leur cotisation à l'exploitation, mais ça, c'est la phase suivante. On a également des produits du terroir, parce que c'est aussi le but de ces PDRA, c'est de mettre en valeur toutes les facettes de l'agriculture d'une région. Et ça représente aussi un gros montant de financement. Et donc, le but aussi, c'est d'attirer justement des touristes, du tourisme, en fait, de partout, de Suisse et d'étrangers, et d'avoir un lieu qui réunit, en fait, sur la côte, c'est ça, qui fait la part belle à notre agriculture. Exactement. Je me demandais justement, Luc Pellet, puisque c'est vrai qu'au moment où il y a eu l'étude du projet avant la mise en chantier, ça vous avait été reproché. On disait, mais est-ce que ça ne va pas faire concurrence à la Cité des Vins qui est en train de construire Schenk à côté, à Rolles?
Non, je crois que la Cité des Vins, d'abord, c'est un projet privé. Il y aura certainement un petit bout de Notec, mais ça n'aura rien de comparable avec ce qu'on veut faire ici. Donc, je crois que la notion de concurrence, il faut l'oublier. Et puis, il y a une autre chose que je dis souvent, c'est que plus un tissu est dense au niveau de l'onotourisme, plus on a de choses à visiter, plus on va attirer les gens. Personne ne veut aller dans une région où il n'y a qu'un truc à visiter. Là, on a quand même une belle panoplie de choses qui sont intéressantes. Ouais. Et puis, on a, nous aussi, l'immense avantage par les régions, parce qu'on a parlé de partenariat, mais on n'a pas eu le temps de tout expliquer. Mais dans les partenaires, il y a les offices du tourisme qui sont des partenaires, à mon avis, essentiels. Puis ça peut être que du gagnant-gagnant si l'office du tourisme a un lieu à proposer et puis que nous, on nous propose sur la liste des offres des offices du tourisme, que ce soit de Morges ou de Nyon. Donc, voilà, c'est du gagnant-gagnant. Et le PDRA Ouest Vaudois qui réunit tous ces projets, on a aussi un projet partiel 5 qui les lie tous ensemble, qui devrait aussi à terme nous amener du monde parce que ce sera le point de chute. Voilà, le point de chute, donc cette maison des vins de la côte, eh bien, qui a débuté officiellement son chantier et puis donc on la verra officiellement inaugurée à l'été 2024. C'est ce qu'on souhaite. Luc Pellet, merci beaucoup. Merci beaucoup, on se réjouit de vous avoir à l'inauguration. Et ben, on se réjouit aussi effectivement de venir déguster tous les vins de nos vignerons de la région, Andrea. Oui, ça ne m'étonne pas de toi, Alexandre, toujours prêt à lever le coude, comme on dit. Merci beaucoup, très belle journée à toi, à très bientôt. On ouvre à présent une page de sport en votre compagnie. Thomas, Julien, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. On va parler du club et des handballeurs du HP Seignon et du TCGG qui ont clôturé une saison compliquée en évitant la relégation. Ils poursuivront donc en première ligue. Bonjour messieurs, bienvenue. Bonjour. On est ravis de vous avoir. Il paraît que vous avez fait la fête ce week-end. On a effectivement fait la fête vendredi soir. C'était la première soirée organisée par le club au décor penché à Nyon et on en a bien profité. Le HP Seignon et le TCGG font la fête au décor penché. Oui. Un petit scoop. Voilà. On a fait de la communication, on ne s'est pas caché. D'accord. Bon, pourtant, j'imagine que tout ce qui se passe au décor penché reste au décor penché. Donc, je ne vais pas trop vous embêter là-dessus. Mais quand même, je le disais, vous avez évité la relégation. On a envie de dire, ouf. C'était compliqué. Ça a été compliqué, mais les joueurs ont fait le nécessaire, le club a fait le nécessaire. On a réalisé l'objectif qui était le maintien. Donc du coup, ça a été vraiment une bonne fin de saison qui a été marquée par le maintien. Ouais. Est-ce que c'était vraiment un maintien de l'objectif? Parce que finalement, ces objectifs, ils ont été quelque part revus à la baisse. On se souvient, vous visiez quand même la montée lorsque vous étiez venu sur ce plateau. Tout à fait. Alors, il y a eu des premiers objectifs qui ont été donnés en début de saison, qui a été la montée en LNB. Au fur et à mesure du déroulé de la saison, l'objectif de la montée ne pouvait plus être assuré. On s'est retrouvé dans une deuxième phase de championnat avec des playdowns, où on devait obligatoirement assurer notre maintien. Oui, en tant que président, est-ce qu'il y a du coup un petit côté d'amertume quand même de terminer la saison comme ça? Alors, amertume, non. Il y a vraiment eu deux phases dans la saison. Donc, il y a eu effectivement la déception de la première partie de saison où on n'a pas pu jouer les accessites en LNB. Sur la deuxième partie de saison, on obtient le maintien, c'était l'objectif. Surtout, ce qui est très valorisant et très rassurant, c'est que le club, les joueurs, les partenaires du club se sont mobilisés et qu'à la fin, l'objectif, il a été, je dirais, atteint conjointement en mettant en place tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Les ingrédients de jeu et les ingrédients aussi en dehors du jeu, toute la structure qui s'organise justement pour essayer de se professionnaliser, puis viser mieux l'année prochaine. Ouais, c'est-à-dire, si on fait maintenant ce bilan, qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on change? Quels sont finalement les aspects qu'on peut mieux travailler et puis laisser de côté? Qu'est-ce qu'on va garder? Ça va être sur cette deuxième partie de saison et continuer aussi à développer l'assiduité des joueurs. Sur le plan sportif, ça va être également notre projet de jeu à développer, travailler un peu plus sur du long terme. Là, c'est vrai que sur cette deuxième partie de saison, on a dû travailler sur du court terme. Donc là, vraiment, c'est avoir une vision beaucoup plus globale, que ce soit au niveau du club, de la structure du club, de comment on va s'organiser au niveau de la planification des entraînements et au niveau sportif sur le développement des joueurs et sur les recrutements aussi. Quoi. Vous nous parlez de planification des entraînements, ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, il y a une réorganisation du club à avoir, peut-être plus une réorganisation à faire plutôt que travailler vraiment les éléments sportifs, c'est comme ça qu'on doit le comprendre?
C'est un petit peu les deux. Enfin, je rejoins Julien. Ce qu'on veut garder, c'est nos meilleurs joueurs. C'est mieux structurer la période de recrutement qui a déjà commencé et puis continuer à capitaliser sur tous les jeunes qu'on a formés dans le club et qui intègrent aussi l'équipe première. Donc ça, c'est tout le positif de cette année. Et puis effectivement, au niveau du comité, il y a une structuration, il y a des négociations sur les créneaux et les salles qu'on peut avoir avec la commune. C'est bénéficier de créneaux d'entraînement avec de la colle. Enfin, on a un sujet de fond, c'est un sport qui se joue avec un ballon encollé, qui laisse des traces sur le sol. Donc on a toujours beaucoup de négociations avec la commune pour pouvoir s'entraîner dans les bonnes conditions. Les clubs qui sont aussi toujours demandeurs de salles, est-ce que c'est votre cas? Alors oui, on partage la salle du COSI avec 2 autres clubs, donc le NHB et puis avec le Toiling Bâton. Donc voilà, c'est aussi des créneaux qu'on n'a pas pour nos jeunes, pour l'équipe première. Mais voilà, c'est des sujets qu'on travaille au quotidien. On a aussi pris contact d'ores et déjà avec la commune pour essayer de voir comment on pouvait optimiser l'utilisation de la salle, et notamment sur les aspects colle, puisque la première équipe a joué le maintien, mais on a beaucoup d'équipes juniors qui sont montées à des niveaux auxquels on joue obligatoirement avec la colle. Ce qui veut dire que si on veut être performant et continuer à être performant sur tous les niveaux, y compris les juniors, on a besoin de pouvoir plus utiliser la colle. Et avoir donc des infrastructures adaptées, c'est ce que vous nous dites. Julien, en termes sportifs, justement, quels seront les objectifs pour le club pour la saison prochaine? Qu'est-ce qu'on vise? L'objectif principal, ça va être aujourd'hui, enfin pour la saison prochaine, vraiment de se structurer, d'avoir un effectif compétitif, d'avoir un effectif qui puisse aussi se trouver, parce qu'il va y avoir quand même pas mal de changements qui sont prévus entre cette année et l'année prochaine. Donc vraiment trouver une cohésion de groupe sur l'effectif et par la suite pouvoir augmenter nos objectifs, pouvoir peut-être viser la LNB par la suite. Ouais, c'est peut-être une anecdote, mais cette cohésion, elle passe aussi sur le fait qu'aujourd'hui, en tant que membre du club, vous vous retrouvez parfois, vous me disiez, sur le terrain en tant qu'adversaire. Oui, alors effectivement, on a la chance avec Julien de jouer l'un contre l'autre au moins 2 fois cette année, et on continue à le faire, mais ça se passe toujours dans une très bonne ambiance. Et puis comme ce sont des équipes du même club, on finit toujours par un apéritif et voilà, dans la bonne ambiance. Ouais, l'apéritif, on y revient justement, et puis parce que le coup de coude, il est là-bas, oui, en tant que bon vaudois, ça se fait. Justement, un mot sur le repas de soutien du TCGG qui aura lieu le 13 mai. Qu'est-ce qui est prévu au programme ? Alors, c'est organisé, nous on est plutôt côté HB Seignon, donc c'est TCGG qui organise. C'est le 13 mai, à ma connaissance, puisque je suis censé y participer, c'est un repas complet avec apéritif bien évidemment et after diner. Donc on verra, mais ça restera, comme au décor penché, ça restera sur le lieu de l'événement et on en reparlera pas après. Ouais, donc on ne va pas vous prier de venir, c'est ça Thomas? Alors, vous pouvez venir filmer éventuellement, mais je ne suis pas sûr que ça pourra passer à la télé. On pourra peut-être envoyer Alexandre au décor penché et le voir danser. Il paraît qu'il aimait l'ambiance. Merci Thomas et Julien d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous deux, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. On va ouvrir à présent notre page culture en votre compagnie. Mathieu Ritz, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Vous allez nous présenter votre documentaire Deep Rising à l'affiche de la 54e édition de Vision du réel. Bonjour Mathieu, on est ravis de vous avoir. Bienvenue. Votre documentaire où vous plongez dans les méandres des eaux profondes et vous exploitez, notamment vous travaillez sur l'exploitation minière. Vous avez investigué sur l'exploitation minière, dit plus justement. C'était quoi l'idée de votre film ? Donc, à peu près 5 ans, j'ai entendu parler de l'ouverture des océans, des grandes profondeurs océanographiques. On parle ici de 4 à 6 kilomètres. Donc, c'est vraiment les plus profonds qu'on peut avoir dans les océans. Et j'ai commencé à investiguer sur pourquoi l'industrie minière était en train de vouloir ouvrir une nouvelle zone minière et de toujours pousser finalement les frontières d'extraction. On arrive à la limite de ce qu'on peut extraire sur Terre. Et là, on est en train de réfléchir comment ouvrir cette nouvelle frontière minière. Et donc les 5 dernières années, j'ai vraiment fait une investigation sur le nickel, au fait, qui est le métal de base de toutes nos batteries, et de réaliser que finalement, on était dans une situation qui allait devenir très problématique si on ne changeait pas les chimies des batteries et remplaçait le nickel par de l'aluminium ou du fer ou des métaux qui sont très disponibles sur Terre déjà. En tant que réalisateur, on a l'impression presque que vous devenez scientifique du fait d'apprendre tout ça, mais j'aimerais qu'on plonge un peu dans l'ambiance, parce qu'on a vu justement ces images et j'aimerais qu'on puisse les voir ensemble. The largest living space on Earth lies in the dark oceans. And yet we know so little about it.
4,000 meters down on the ocean floor, another energy revolution is underway. But are we willing to repeat history? What lies far below the surface has long remained out of sight, and usually out of mind. Now, however, humanity's close ties to the ocean are sinking deeper. Mathieu Ritz, votre film, est-ce que c'est finalement un coup de gueule? On peut le dire comme ça? Il y a un coup de gueule, mais il y a surtout un débat. Ce que j'ai fait avec ce film qui est un peu particulier, c'est que j'ai donné la voix à l'industrie. La plupart des documentaires de ce genre-là vont être souvent justement en coup de gueule, c'est-à-dire suivre des personnages, par exemple de Greenpeace ou autres, qui sont en train de lutter pour sauver la planète. Dans ce cas-là, j'ai vraiment aussi donné la voix à l'industrie pour créer un débat, mais aussi pour créer une polémique, puis pour choquer. Au fait, je veux choquer le monde parce qu'on est dans une situation où, avec la crise climatique et la perte de biodiversité, on ne peut plus se permettre d'ouvrir des nouvelles formes d'extraction. Donc, d'un côté, on nous dit que on a les dernières années avant que vraiment tout qui s'effondre, et d'un autre, l'industrie est en train d'ouvrir des nouvelles formes d'extraction. Donc, l'idée, c'est de provoquer, c'est d'ouvrir un débat, mais c'est vraiment de réfléchir à savoir si on a encore besoin de tous ces métaux-là, ou si on ne peut pas trouver vraiment une solution durable pour notre crise énergétique. Ouais. Provoquer, créer le choc, ce sont vos mots, et vous utilisez le genre du documentaire. Est-ce que c'est réellement le bon genre pour le faire? J'entends par là, il y a aujourd'hui très peu de documentaires qui sortent du lot, hein, si vous me permettez aujourd'hui cette analyse. On peut citer par exemple l'exemple de Demain, je crois que c'est l'exemple qui a été le plus cité dans la presse, mais on a très peu des exemples de documentaires qui ont aujourd'hui marqué les esprits et finalement la population. Donc pourquoi le documentaire? Le documentaire est un premier véhicule, c'est-à-dire que nous, ce quoi on travaille, et ça va sortir en septembre, c'est une campagne globale. Et on fait affaire avec des grandes agences de publicité et de communication. Donc du documentaire, il va y avoir des petites capsules. Le fait de travailler avec des gens comme Jason Momoa, donc Aquaman, super-héros, lui, du moment où il va poster quelque chose sur Instagram, ça rejoint des centaines de millions de personnes. Et là, on va à Cannes dans quelques semaines pour aller chercher d'autres célébrités, dont je ne vais pas dévoiler les noms maintenant. Mais ça veut dire quoi, Mathieu Ritz, que vous utilisez finalement ce format ou cette manière de faire du cinéma à l'hollywoodienne, cette grande machine finalement avec un acteur clé comme Jason Momoa ou une figure pour finalement vendre votre documentaire? Il y a une question, c'est sûr que ça aide pour la vente, mais ce n'est pas tant la vente qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup de temps, finalement. Donc, de prendre que les gens s'assoient pendant 1h30 à regarder un documentaire, il y en a, c'est sûr, mais pas tout le monde va prendre ce temps-là. Donc, l'idée, c'est d'avoir des capsules beaucoup plus petites qui puissent être justement pour les médias sociaux, qui puissent être pour TikTok, pour Instagram. Mais c'est surprenant ce que vous dites, parce que pourtant, on continue d'aller au cinéma. On peut citer à l'inverse Avatar 2, grand succès, blockbuster aujourd'hui hollywoodien, qui parle des océans. Pourquoi justement ne pas préférer peut-être la fiction et choisir encore une fois le documentaire? On voit ces deux mondes à l'opposé, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est encore la bonne façon de traiter le genre qui est finalement ce genre de niche? Tout à fait, c'est une bonne question, Amine. Avatar est une histoire finalement aussi assez similaire de Deep Rising, et on le savait, et je connais l'équipe de James Cameron. La fiction est très intéressante, mais il faut être sûr que l'histoire soit bien racontée. Je pense qu'il y a une opportunité qui n'a pas été prise du tout par James Cameron dans Avatar, c'est vraiment de relier ça à ce qu'on vraiment vit en ce moment sur Terre. Donc je pense que c'est complémentaire. Je pense qu'un film comme Avatar va créer un momentum autour des océans. Donc, de plus en plus de gens pensent aux océans, se disent « Ah, les Deep Ocean, qu'est-ce que c'est ?» et tout ça. Et après, ils veulent se renseigner sur ce qui se passe réellement. Donc, c'est complémentaire. Je ne pense pas que ce soit... Mais la fiction, évidemment, fonctionne aussi très bien. Mais il faut que le narratif derrière suive aussi, ce que je pense que James Cameron n'a malheureusement pas réussi à suivre. Mais est-ce qu'on n'oppose pas aujourd'hui peut-être aussi deux cultures, deux visions du cinéma qui s'affrontent, finalement ce côté très américain, industriel, et puis le côté plus européen, ou peut-être même cette idée du documentaire où finalement on fait du documentaire, on fait du film avec trois ficelles, comme on dit? Absolument. Les
les documentaires, justement, américains ont beaucoup plus de financement en général. Ce que j'ai essayé de faire dans ce film, c'est un film un peu entre les deux. Ça veut dire qu'il est quand même un film d'auteur. C'est un film, c'est pour ça qu'il est aux Visions du Réel, d'ailleurs. C'est un film complètement commercial, il ne serait pas rentré à Visions du Réel. Donc il y a vraiment un film d'art, un film d'auteur, mais en même temps en utilisant des techniques d'Hollywood, donc Jason Momoa, pour être sûr que le message ne reste pas simplement dans un cercle quand même très élitiste de l'art et de la culture, qui, comme réalisateur, c'est un honneur absolu de pouvoir présenter ça à Nyon, Visions du Réel, mais je sais aussi qu'il faut que je touche des masses. Je veux aussi que les gens qui vont voir plutôt les films, disons, dans les centres commerciaux et qui vont voir Avatar, qui vont voir Aquaman, qui vont voir les films de super-héros, se disent « Ah, qu'est-ce qui se passe ici ?» et commencent à s'intéresser à ça. Donc c'est vraiment essayer de croiser ces deux sortes d'audience. Ça veut dire quoi qu'en tant que Nyonnais, Mathieu Ritz, vous voyez Visions du Réel comme un festival élitiste ? C'est élitiste dans le sens où ça reste quand même un monde d'art, un monde d'auteur, un monde intellectuel extrêmement important. Par contre, c'est sûr que je ne pense pas que de nouveau, le public qui va aller dans un centre commercial le dimanche après-midi regarder Aquaman 2 va forcément venir voir dans les salles de Visions du Réel et vice-versa. Donc, ce n'est pas une critique de l'un ou l'autre, c'est simplement comment croiser ces deux publics. Ouais. Il y a déjà eu une séance qui a été faite de Deep Rising, notamment à Nyon. 2 autres auront lieu, le mercredi 26 au théâtre de Grand-Champ à Gland et puis le samedi 29 à 15h au théâtre de Maran. C'est qui votre public, vu qu'on parlait finalement de ce deux mondes? Est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez justement à les rejoindre? Il y a eu cette première séance qui a été faite, je crois que la salle était comble. C'était qui le public? C'était un public vraiment qui était quand même très conscient de ces enjeux-là. Un public absolument incroyable pour moi aussi d'être en Suisse parce qu'on a des grandes institutions comme le IUCN qui est justement à Gland, à 1 minute d'ici, qui gère des grands agendas des océans. Il y a la Genève internationale. Donc c'est sûr que pour moi de venir dans des projections comme ça, il va y avoir les Nyonnais, il va y avoir les Vaudois, il va y avoir les Mais résidents. permettez-moi, Mathieu, est-ce que ce n'est pas du coup un peu frustrant parce que vous me disiez que vous vouliez choquer, créer le débat et finalement c'est des gens qui sont déjà dans le milieu? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont déjà dans le milieu et il y a des gens qui ne le sont pas. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des gens, par exemple, de Nyon qui viennent voir le film parce que c'est un événement nyonnais, qui ne sont pas du tout au courant, puis qui sont choqués, puis qui vont faire. Mais il y a aussi des spécialistes, qui est typique qu'on peut trouver en Suisse, où tout d'un coup, à la Genève internationale, il y a l'IUCN et ces gens viennent aussi pour participer au débat, ce que je n'aurais pas forcément ailleurs. J'ai fait par exemple une projection à Washington, c'est ce genre de choses qu'on a. Mais si je faisais une projection peut-être dans une autre ville, loin de la Genève internationale et ces grosses institutions, il n'y aurait pas ce type de personnes qui viennent. Et c'est l'approche, ce qu'on dit en anglais, c'est le top-down, bottom-up. Donc on a besoin de convaincre au plus haut niveau, décisionnel, politique, économique, la finance, mais on a aussi besoin d'avoir les gens qui se révoltent, qui font de l'activisme, mais qui demandent aux politiques au-dessus de changer. Et je pense que le changement arrive quand ces deux forces se rencontrent. Enfin, un mot sur la suite. Je sais que ce documentaire était né du précédent. En tout cas, c'est comme ça que vous en aviez eu l'idée. La suite, pour vous, c'est quoi? Donc, il y a encore beaucoup de travail sur Deep Rising, justement toute la campagne. J'ai d'autres projets sur les océans, j'ai d'autres projets rien à voir avec les océans, sur la musique. J'ai un projet beaucoup plus lié aux droits de la personne. Des projets chez nous, peut-être aussi, dans notre région, à Nyon, non. puisque vous êtes Nyonnais? Non. J'ai quitté Nyon depuis longtemps. Ouais. Je vis à Bali maintenant, en Indonésie. Donc, c'est sûr, pour faire des sujets suisses, il faudrait que je vive ici. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Oui, d'accord, très bien. Mathieu Ritz, c'était un plaisir de vous avoir ici sur ce plateau. À très bientôt. Et puis à la maison, notez bien donc ces rendez-vous mercredi 26 au théâtre de Grand-Champ et puis le samedi 29 au théâtre de Maran. Voilà, on se quitte sur ces belles images. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme.